Azul Flawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de l'écrivain Mouloud Feraoun et de l'Algérie de son époque et même de l'Algérie d'aujourd'hui. Et pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'écrivain Josi Lenzini qui vient d'écrire aux éditions Actes Sud, Mouloud Feraoun, un écrivain engagé. Monsieur Josi Lenzini, bienvenue à Berbère Télévision. Azul. Azul, c'est bien que tu nous dises Azul parce que tu es né à Sétif, une ville berbère. Et donc, monsieur Lenzini, tu viens de nous produire un excellent livre, une belle biographie de l'un de nos plus grands écrivains, Mouloud Feraoun, donc assassiné donc en mois de mars 1962. Comment est-ce que t'es venu l'idée de faire cette biographie? Il faut être honnête, c'est un peu par accroc. Oui. Pour la énième fois, j'avais l'intention de faire un bouquin sur Camus. Et puis j'ai pensé aux auteurs algériens et leur rapport à Camus. Et vraiment par hasard, je suis tombé sur Feraoun, dont je me suis rendu compte que j'avais dans ma bibliothèque toute son œuvre. Et je me suis dit, mais Feraoun. J'ai commencé à lire, j'ai commencé à retrouver un peu la correspondance avec Camus, et je me suis dit, là, il faut faire quelque chose. Alors, en plus, quand j'ai appris qu'il n'y avait jamais eu de biographie faite en Algérie ni ailleurs sur Feraoun, je me suis dit, moi, le pied noir, c'est une espèce de dette que j'ai envers ce pays, envers mes amis qui sont Médine, Ali, tant d'autres. Carnouna, il se reconnaîtra, Carnouna. Donc, c'est une espèce de dette que j'ai vis-à-vis du pays, vis-à-vis de ses copains d'enfance, et puis vis-à-vis de l'histoire qui m'est passée un petit peu à côté. Et puis donc Camus et Mouloud Feraoun naissent la même année. Totalement, 1913 tous les deux. C'est incroyable, et ils furent des amis aussi. Hein? Tout à fait aussi, oui. Nonobstant le fait qu'ils écrivent tous les deux, qu'ils vivent un conflit terrible et qu'ils se positionnent d'une manière ou d'une autre. Et donc, ton livre, il plonge quand même dans cette histoire hein, de l'arrivée des Français. Oui, parce que je remonte bien au-delà de la naissance de Mouloud Feraoun. Oui. Et c'est vrai qu'on sent, y compris justement dans la tradition orale, y compris dans ces histoires qui se racontent le soir en Kabylie, que le pays est marqué par cette domination, par ces rébellions, notamment Mokrani. Mokrani revient toujours au centre des histoires. Oui. Et c'est vrai que le gamin, très tôt, le gamin Feraoun, est marqué par cette histoire. Cette histoire, il l'entend, il la réentend, et c'est vrai que ça va le marquer toute sa vie. Et donc, toi, quand tu décides d'écrire cette biographie, tu te dis, je vais voir la famille, je vais voir les gens qui ont connu Mouloud Feraoun. Comment tu as travaillé en général? Alors, ça c'est très amusant parce que je me dis, où je vais trouver des Feraoun? Je me dis, il doit y avoir des enfants, je découvre qu'il y en a, bien entendu, des garçons, des filles. Et je regarde sur Paris et je tombe sur un vétérinaire à qui je téléphone. Je lui dis, est-ce que par hasard vous êtes de la famille Feraoun? Il me dit, je suis le petit-fils. Je dis, voilà, j'ai l'intention d'écrire une biographie sur Feraoun et j'aimerais rencontrer ses enfants. Et il a cette réponse, il dit, vous pensez que ça va intéresser quelqu'un, une biographie sur Feraoun? Je dis, mais vous voyez qui était Feraoun? Il me dit, oui, mais je le sens pas très à l'aise. Pas très chaud. Non. Et en fait, il va me révéler ça il y a quelques jours à peine. Il ne souhaitait pas que je rencontre son père, qui est un des fils Feraoun, parce que le fils Feraoun, c'est un gamin qui, à l'âge de 8 ans, je vais vous raconter une anecdote, fouinait dans la bibliothèque du père et il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, y compris le Canard enchaîné quand il était là. Et un jour, il lit un bouquin et il va voir son père, il lui dit, papa, je viens de lire un livre là, qui se passe à Oran. Mais est-ce qu'il y a un autre Oran dans le monde? Et le père lui dit, non, Oran, c'est loin de l'Algérie. Il dit, mais papa, il n'y a pas un arabe dans ce livre sur Oran. Et c'était La peste de Camus. Ça, c'est quel fils? C'est Ali? Non, c'est Mokhtar. Mokrane, pardon. Mokrane. Et Mokrane garde de ce moment-là une espèce d'aversion pour Camus. Et après, il va découvrir à travers sa vie ce qu'a été l'histoire de l'Algérie. Et tout d'un coup, le fils de Mokrane se retrouvait en face de quelqu'un qui était un camusien et un pied noir de surcroît. Il a dit, si je lui fais rencontrer mon père, ça va exploser. Et ça n'a pas explosé du tout.
Et donc tu as rencontré le père et ça n'a pas explosé et le courant est passé. Tout à fait, avec un peu quand même de méfiance. Je me rappelle tout à fait quand on s'est vu rue Didouche Mourad, on a soupé ensemble, Oui. et je sentais qu'il m'observait, qu'il posait des questions, parce que c'est un taiseux, il ne parle pas beaucoup, Oui. Mourad. Et il me posait des questions, et à la fin il m'a dit, tu vois, quand on m'a dit qu'il y avait un pied noir camusien qui voulait s'occuper de mon père, j'ai dit non, celui-là, il ne fera jamais une biographie honnête sur lui. Et maintenant, d'accord, tu peux y aller. Je suis sûr qu'en lisant donc cette biographie, à mon avis, il aura compris plein de choses. Et je reviens au parcours de Mouloud Feraoun. Donc Feraoun est né dans une famille pauvre, n'est-ce pas? Tu l'as décrit, hein, et quand il naît, son père n'est même pas là. C'est pas son père qui va le déclarer, et tu nous dis que probablement il est né aussi au mois de février, pas au mois de mars, comme on a tendance à le croire. Tout à fait. Et effectivement, c'est l'oncle qui va le déclarer. On lui dit, bon, ben, tu arrives tel jour, ben, on va mettre la date. Il lui dit, non, il est né avant. Non, c'est pas. Et il s'appelle, il donne le nom de famille, il dit, non, c'est pas le nom, ce sera Feraoun. Parce que les bureaux arabes avaient décidé que de tel mois, c'était la lettre A à la lettre B. Ensuite, c'était la lettre C à la lettre D. Et lui est tombé sur la lettre F. C'est comme ça qu'il s'est appelé Feraoun. Et c'est un point commun d'ailleurs avec Camus, ça, parce que le père est présent mais absent parce qu'il est en exil, il travaille, c'est un immigré. Le père de Camus, lui, est mort à la guerre, donc ce sont des enfants qui vont vivre sans le père, sont des enfants qui sont tous les deux issus de milieux très pauvres, sont des enfants qui vont connaître leur émancipation, j'allais dire, grâce à l'école. À l'école, oui. Ce sont des enfants qui vont découvrir les livres alors qu'ils sont déjà adultes. Camus, quand il va être chez son oncle à Caux, parce qu'il va soigner là-bas sa tuberculose, et qu'il découvre la bibliothèque. Quant à Feraoun, c'est quand il va être à l'école normale qu'il a accès à la bibliothèque. Tout à fait, tout à fait. Et donc, son parcours scolaire ne s'est pas fait facilement, hein, Mouloud Feraoun. Hein. Et au départ, il ne se voyait pas continuer ses études, n'est-ce pas? Non. Tellement sa famille ne pouvait pas forcément pouvoir l'aider à continuer son cursus. Ça coûte cher. Il n'est pas dans la grande ville, donc pour aller dans la grande ville, il faut entrevoir de payer les repas, de payer une pension. Donc on n'a pas les moyens de tout ça. Et alors on va essayer de demander une bourse, comme Camus. Ça se retrouve aussi. On va demander une bourse, on va obtenir une bourse, et qui mieux est, la bourse est tellement intéressante que le père dit oui, il va continuer. Parce qu'il se dit qu'il arrivera à faire des économies sur la bourse et que ça va participer. Ça va aider la famille, au fait. Exactement, à l'aide de la famille. Et ça, c'est un peu une période très difficile que va décrire plus tard Camus dans ses reportages dans Alger républicain en juin 1939. Au fait, donc, il y a tellement de chemins qui font rencontrer les deux écrivains à travers le temps, n'est-ce pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est étrange parce que le jour où Camus se rend en Kabylie, je crois qu'il a Fort National, et tu le racontes dans le livre, voilà, effectivement. Il est avec une foule là. Mouloud Feraoun s'approche, dit c'est quoi? On lui dit c'est un jeune journaliste d'Alger républicain qui va faire un reportage. Feraoun est très content parce qu'Alger républicain c'est le journal de gauche, le journal des instituteurs, c'est un jeune instituteur. Donc il s'approche, on lui dit c'est Camus. Et puis c'est tout. Et puis ils se perdent de vue et après seulement il va lire ce fameux reportage de la misère de la Kabylie. Tout à fait. Et Mouloud Feraoun, donc on revient à son parcours. L'idée d'écrire, lui vient quand à peu près, à ton avis? L'idée d'écrire des livres. Hein. L'idée d'écrire des livres... Parce qu'il a écrit des articles, il a écrit dans des revues. Je crois qu'il y a deux détonateurs. Oui. Le premier détonateur, c'est quand il est à l'école normale, qui fait la connaissance de Robles, qui va être très proche de lui, Robles, tout le temps, tout à fait. Et à qui il demande à Robles, pourquoi tu n'écris pas un livre sur les Kabyles, qui ne soit pas seulement un livre où on montre les Kabyles avec leurs beaux bijoux, leurs tatouages, mais la réalité de la vie kabyle. Mais Robles lui dit, mais c'est ton boulot, c'est toi qui dois le faire. Et il y a eu un autre déclic, me semble-t-il, c'est quand il va lire ce fameux reportage de Camus sur la misère de la Kabylie. Tout le monde, y compris les Camusiens aujourd'hui, disent c'est extraordinaire, c'est très courageux, et ça l'est pour l'époque. Tout à fait, bien sûr. Mais Feraoun n'est pas tout à fait content. Parce que Pourquoi il n'est pas content, Feraoun? Il dit en fait qu'on montre que la misère des Kabyles, c'est presque humiliant. Il aurait aimé qu'on montre la djemma, il aurait aimé qu'on montre l'architecture sociale des Kabyles, l'aide entre familles, et elle est un peu dite quand même dans les reportages, oui, elle est un peu dite. Camus dit même que c'est une des plus grandes démocraties au monde dans ce reportage. Oui, mais en même temps,
En même temps, effectivement, il décrit la situation de misère totale. Il décrit, mais en même temps, il dit heureusement qu'il y a des bonnes sœurs. Et il parle aussi de la fameuse pension où a été hébergé Pharaon. Et ça le met hors de lui, Pharaon. Parce que la pension, elle est faite pour faire du prosélytisme. D'un côté, les bonnes sœurs pour les cathos, de l'autre côté, la pension pour les protestants. Donc, mais ces pensions ont été utiles, hein. Attention, pour l'histoire, aujourd'hui, les Algériens eux-mêmes le disent, hein. Il n'y a pas eu beaucoup de conversions, hein. Il y a aujourd'hui des conversions au culte protestant, alors que durant toute cette période, il n'y a pas eu de conversion, hein. C'est un peu les paradoxes de l'histoire. Et donc, Mouloud Pharaon va essayer d'abord de terminer ce livre, Le Fils du Pauvre. Alors, il va s'y mettre un jour et c'est étonnant parce que, sincèrement, quand j'ai relu ce livre, j'avais l'impression d'abord d'avoir en face de moi un instituteur me dictant une dictée. C'est tout à fait le genre de texte propre, sans scorie, avec des mots très simples, avec une conjugaison facile, qu'on dictait quand j'étais gamin à l'école. Et ce qui est étonnant, quasiment dans le début, je voulais te lire un passage. Bien sûr, tu peux le lire, bien sûr. Au début du Fils du Pauvre, on a l'impression qu'il se justifie. Le pauvre Menrad, donc c'est Menrad, c'est lui-même, voilà. C'est lui-même, c'est l'anagramme de son nom, est incapable de philosopher. Elle résulte du sentiment très net qu'il a de sa faiblesse. Après avoir renoncé aux examens, il a voulu écrire, il a cru pouvoir écrire. Oh, ce n'est ni de la poésie, ni une étude psychologique, ni même un roman d'aventure, puisqu'il n'a pas d'imagination. Mais il a lu Montaigne et Rousseau. Il a lu Daudet et Dickens. Il voulait tout simplement, comme des grands hommes, raconter sa propre histoire. En même temps, on a l'impression que c'est tout à fait prétentieux. Il veut, comme ces grands hommes, écrire l'histoire, mais en même temps, il se justifie. Il a lu quand même les grands auteurs. Donc, peut-être qu'il a le droit d'en parler aussi de cette Kabylie. Et il se met dans une position de confiance, lui-même. De confiance et de coloniser, quand même. Pourquoi de coloniser? Et parce qu'il fait référence à Montaigne, à Rousseau, à Daudet. Est-ce qu'il a besoin de ça? Parce que c'est des Lumières. Mais est-ce qu'il a besoin de faire référence? Il y a des auteurs arabes aussi. Il y a des auteurs kabyles aussi. J'ai dit Camus, lapsus révélateur, mais Pharaon n'est pas arabe. Quand tu dis arabe, bien sûr, il aurait pu effectivement faire référence à Si Mohammed, à qui il va rendre hommage plus tard. Il va publier chez Minuit donc une plaquette sur la poésie de Si Mohammed, qui est le plus grand poète d'Afrique du Nord. Et donc, mais quand même, ce texte du Fils du Pauvre va quand même suivre beaucoup de pérégrinations avant d'être publié, n'est-ce pas? Tout à fait. D'abord, il en donne le manuscrit. Alors, il n'ose pas. Il va présenter le manuscrit à un monsieur qui travaille à l'Institut Pasteur, dont je ne me rappelle plus le nom, excusez-moi. Et pour voir si ce monsieur trouve que le texte est bon, parce que ce monsieur siège dans le jury du Grand Prix d'Alger. Et le monsieur dit c'est très bien, il faut, au contraire, il l'encourage à publier. Il le montre au jury du Grand Prix d'Alger, qui dit c'est très méritoire, et on va lui donner une subvention de 5000 francs, ce qui est une belle somme à l'époque. Il n'en demeure pas moins qu'il n'aura ni le prix, ni les 5000 francs. Voilà. Il va être obligé, en fait, d'éditer à compte d'auteur, une première fois, avant de proposer le livre au seuil. C'est lui qui le propose au seuil, bien c'est le seuil qui vient un peu demander le leur. Plutôt, c'est plutôt le seuil qui vient vers lui. C'est plutôt le seuil qui vient parce que on a vu peut-être que c'est un livre qui va parler à tout le monde. Hein. Au fait, ce livre, c'est probablement l'un des meilleurs de Pharaon. N'est-ce pas? Je crois que là, en fait, effectivement, dans ce livre, il a tout dit qu'il va reprendre au fil de ses romans. L'essentiel y est. En tout cas, ce livre porte en lui toute l'âme kabyle, toute l'âme de la société kabyle. Elle est décrite, mais pas dans une description qui montre uniquement les bonnes facettes de la société, n'est-ce pas? Oui. Mais je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il écrit ça un peu dans la mémoire, j'allais dire, des contes. C'est-à-dire qu'il essaye de le faire de manière très simple, avec des mots accessibles au plus grand nombre, qui font que n'importe qui peut lire ça et immergé dans l'histoire. On se sent vraiment en Kabylie quand on lit ça.
c'est pas ce qui avait été écrit jusqu'à présent, qui étaient des ouvrages ou politiques, ou ethnographiques, un peu difficiles à comprendre, très pointus. Là, tout d'un coup, on entre dans les grandes thématiques chères à Pharaon, c'est-à-dire l'exil, le père, c'est-à-dire la fraternité, le groupe, c'est-à-dire l'histoire des deux communautés qui sont difficilement solubles, j'allais dire. Tout à fait. Et il va revenir constamment là-dessus. Et en fait, quelque part, on a l'impression qu'il appelle de ses voeux une autre Algérie. Et en même temps, il n'y croit pas. Certainement, on en reviendra. Hein. Et donc, quand le livre paraît d'abord, quand il le publie, donc dans cette version un peu avant le seuil, est-ce que le livre a du succès? Est-ce qu'il est lu? Peu. Pas vraiment, Peu. Très peu, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la première version du livre, il y avait aussi toute la partie où il parle de l'école normale, où déjà il révèle son éducation avec tout l'espoir qu'il y avait mis et toutes les déceptions qu'il en a tirées. Bien sûr. Et ça, le seuil a dit non, ça détonne un peu, il n'en a pas voulu. Et ça a beaucoup fâché Pharaon. Mais comme il voulait être publié, bien sûr, il n'avait pas le choix. Mais le livre, quand il paraît au seuil, a du succès. Ah, tout à fait. Presque tout de suite. Tout de suite, effectivement. Tout de suite, il est salué par de grands écrivains, n'est-ce pas? Oui. Il y a eu des critiques, je n'ai pas sous les yeux. Oh, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce livre continue à être lu aujourd'hui. Il est traduit dans plusieurs langues, y compris en langue allemande. Tout à fait. En Allemagne, où ce livre a eu beaucoup de succès. Hein. Donc, c'est une histoire, mine de rien, humaine, humaniste, donc universelle. Mais tu vois, là encore, pardonne-moi de faire toujours des parallèles, mais ça me paraît intéressant avec Camus. Tout à fait. Camus lui-même dit, quand il préface le premier ouvrage qu'il va faire, qui s'appelle L'envers et l'endroit, qu'il écrit à 23 ans, quand il préface pour l'édition américaine en 56 ou 58, il dit que tout a été dit dans L'envers et l'endroit, alors qu'il est en train d'écrire, de penser au premier homme. Et effectivement, il aurait pu, Pharaon, s'il avait vécu, je pense, faire une préface à une édition allemande en disant, vous savez, si vous lisez Le Fils du pauvre, vous avez toute mon œuvre. Vous avez tout sur l'âme kabyle, sur la société kabyle et sur son parcours aussi. Et donc, Mouloud Pharaon, à l'apparition de ce livre chez Le Seuil, se met quand même dans la peau de l'écrivain maintenant. Et il continue à enseigner. Oui. Il est à Alger à ce moment-là? Il est encore venu à Alger ou bien il est encore en Kabylie? Non, il est encore en Kabylie. Là. Il le dit d'ailleurs, et il s'est mis au travail en 1939. Il y a une espèce de mise en abîme d'ailleurs. De temps en temps, c'est Menrad, le gamin qui parle. De temps en temps, c'est Pharaon. Je crois qu'il y a une forme de cynisme chez lui. Et il y a chez Pharaon, ce qui est extraordinaire, une espèce d'humour froid et distant qu'on ne peut pas sentir quand on entend parler d'un verbe toujours égal avec ce merveilleux accent kabyle. Mais il est plein d'humour, il est capable de décocher des flèches sur un ton badin. Tout à fait. Et son deuxième roman alors, il sort vers quelle année? Toujours aux éditions du Seuil? Quelques années après. Quelques années après, il y aura le second roman. Non, ça honnêtement, j'ai aucune mémoire des dates. La terre et le sang. Oui, tout à fait. La terre et le sang, qui reprend un peu les mêmes thématiques. Hein. Tout à fait. On va retrouver les mêmes thématiques dans La terre et le sang. On va alors là retrouver aussi ce personnage qui s'est exilé, mais jeune, et qui revient au village, qui revient au pays, qui veut imposer une femme qui n'est pas tout à fait ni française, qui n'est pas tout à fait kabyle, avec toutes les difficultés que ça peut comporter. Et je me suis même demandé si c'était pas une petite flèche décochée à M. Amrouche. Dans quel sens? Dans le sens de ces gens qui vont faire leur vie en France, qui reviennent au pays, et qui, au motif qu'ils ont acquis, pour Amrouche c'était la célébrité, pour les personnages du roman, c'est un bien-être, une aisance matérielle, pensent qu'ils vont être accueillis au village un peu comme des seigneurs. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et Pharaon, oui. Ce qui est extraordinaire, à un moment, il veut faire construire sa maison à Tizi Ibel, son village natal. Son village natal. En Haute-Kabylie. Il va voir Frappoli, qui est le maire de Front National, qui sera tué par erreur d'ailleurs. On n'a jamais su qui avait tué Frappoli. Et il fait partie du conseil municipal de Frappoli. Tout à fait. Et un jour, il va le voir, il lui dit, tu vois, j'aimerais que tu me fasses une maison, parce que Frappoli n'est pas architecte, mais il est maîtreur. J'aimerais que tu me fasses les plans. Je voudrais qu'à l'intérieur, il y ait tout le confort, mais extérieurement, il faut que ce soit une maison kabyle comme les autres. Comme les autres.
C'est vrai, tu racontes la proximité de Mouloud Feraoun avec les siens, y compris quand l'Algérie va basculer dans la guerre. Hein. Il revient, il est dans une position inconfortable puisque lui-même est humaniste, mais qu'il est contre quand même le colonialisme. Tout à fait. Il est tiraillé. C'est une position inconfortable, qui n'est pas très, très distancée de celle d'Albert Camus peut-être. C'est-à-dire que tous les deux sont des gens qui croient à la fraternité entre les communautés, parce qu'il n'y avait pas que deux communautés quand même, entre les communautés. Tous les deux sont des gens qui sont contre la violence. Tous les deux ont une âme un peu libertaire, donc ils ne croient pas trop au régime, au système, au parti un peu figé. Mais tous les deux se rendent compte quand même que l'Algérie avance à grands pas vers le chaos, quoi. Vers le chaos, c'est-à-dire colonialiste. Et Camus, malgré tout, on dit qu'il n'a pas pris les positions. Bon, on en reparlera peut-être. Bien sûr, mais bien sûr. Il ne pouvait pas aller au-delà, j'allais dire, de sa communauté, de sa caste, même si ça peut choquer. Bien sûr. En 1945, après ce qu'on a appelé pudiquement les événements de Sétif, en 1945, Camus n'est pas en Algérie. Il vient de rentrer d'Algérie, il a fait une série de reportages pour le journal Combat où il travaille. Tout à fait. Il y a ces exactions à Sétif. Camus apprend ce qui s'est passé par des amis qui sont restés à Alger. Il va les dénoncer, bien sûr. Il demande énormément de renseignements pour faire un article. Il sera le seul à parler des événements de Sétif. Tout à fait. Et il a cette conclusion. Je lis dans un journal du soir que 80% des Arabes veulent devenir français. Je dirais plutôt qu'ils voulaient le devenir, mais qu'ils ne le veulent plus. Mai 1945. Tout à fait, ça c'est l'histoire. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec l'écrivain Josi Lenzini qui vient de publier une biographie de l'écrivain Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun, un écrivain engagé donc, qui vient de sortir aux Actes Sud. Et donc, Monsieur Lenzini, tu nous disais que Camus avait donc dénoncé ce qu'on a appelé par ailleurs le fleuve de sang de mai 1945. Ouais. Et tu nous disais qu'il était le seul. Ah, totalement. L'humanité à l'époque, on est au Front populaire, estime que les gens, les Arabes qui se sont rebellés à Sétif étaient des éléments nazis. Il faut l'écrire ça quand même. C'est terrible. Hein. C'est terrible comme truc. C'est terrible. Quand on voit un Camus qui est de là-bas, qui sent que la situation se détériore, qui sent qu'on ne tient pas nos promesses, que 10 fois, 20 fois, 100 fois on a dit aux Arabes, je dis Arabes parce que c'était l'appellation qui était employée à l'époque, hein, vous allez être français. On dit aux Arabes et aux Berbères. Et aux Berbères, pardonnez-moi. Oui, mais on avait tendance à globaliser. Et on avait même tendance, ce qui était horrible. C'est un schéma très français. Non, mais c'est pire. C'est très pire. jacobin. Hein, c'est pire. Vous avez des gens comme Tocqueville, par exemple, c'est pas d'hier, hein, c'est en 1870-72, qui dit que les Kabyles sont des gens assimilables, qu'on pourrait faire de bons Français des Kabyles. Et que si Rousseau avait connu les Kabyles, il aurait écrit son Émilie là-bas. On a souvent dit ça, mais bon, l'histoire a décidé autrement, hein, n'est-ce pas? Et peut-être que justement ce fleuve de sang du 8 mai 1945 annonçait déjà la future guerre d'Algérie. Oui. Ah, mais pour moi, c'est le début. C'est le début de la guerre d'Algérie. C'est la cassure fatale, probablement. C'est le début, là, on est allé trop loin. En plus, il est évident que les Algériens, je veux dire globalement, hein, les Algériens ont vu que cette armée française invincible ne l'était pas en 1870 avec le revers de Sedan. Ils l'ont vu en 1914. Ils l'ont vu en 1940. Et il y a une propagande, mais alors la nazie, qui a été mise en place pour dire aux Algériens « mais rejoignez nos rangs contre la France ». Et vous avez eu beaucoup d'Algériens qui ont rejoint les rangs nazis. Pas énormément quand même, beaucoup, pas énormément. Hein, et il y en a quelques vingtaines. Il y en a eu, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Mais qui l'ont pas fait par beaucoup de travailleurs kabyles à Paris, à ce moment-là, avaient même sauvé des Juifs de mort certaine. Non, mais attention, je ne veux pas dire qu'ils étaient nazis. Je veux dire qu'ils avaient trouvé dans le fait de rejoindre l'armée allemande une manière de lutter contre les Français. Et parce qu'après, il y a eu le débarquement, ces gens-là ont été envoyés en Algérie
pour faire des attentats, et certains sont restés dans le maquis après 1945. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Il y a même des Algériens, des Kabyles qui ont participé à libérer la France et qui n'avaient pas encore rejoint l'Algérie. Et quand ils rejoignent l'Algérie, leur village, ils trouvent ce bain de sang. Hein, ça, c'est l'histoire. Et Mouloud Faraoun, alors, à ce moment-là, il est où? Il arrive à Alger, pas encore? Il arrive à Alger vers quelle année, Mouloud Faraoun? Dans les années 50, il arrive à Alger. Il arrive dans les années 50 et tout de suite, il est directeur d'école. Il est d'abord, non, il a été directeur d'école quand il était en Kabylie déjà. Je parle d'Alger, oui, bien sûr. Oui. Après, il était déjà en Kabylie, bien sûr. Il est directeur d'école à Alger aussi. Quand il arrive à Alger, il arrive au Clos Salambier. Là, c'est quand même quelque chose parce que d'abord, c'est un immense bidonville qui a été récemment restructuré par le maire, M. Chevalier. Et effectivement, c'est rude, quoi. Il y a tous les gens qui se pressent à son école pour qu'on prenne les enfants. Il y a un besoin de scolarisation terrible. Il faut savoir quand même qu'en 1945, vous avez 98% des jeunes Français qui sont scolarisés contre 9% des Algériens. Oui. Donc il y a un retard sérieux à récupérer. Sûr, il y a un fossé quand même, il y a un fossé. C'est toutes les injustices du système colonialiste. Mais Feraoun va s'atteler à sa tâche de directeur d'école, il est proche de ses élèves, il les encourage. Il essaye de leur montrer que peut-être c'est une sortie de secours pour eux, les études, l'école, comme ça a été pour lui, comme ça a été pour Camus. Tout à fait. Il y a d'ailleurs cette anecdote d'un garçon qui vient le voir un soir et qui lui dit « Maître, voilà, je voudrais rejoindre le maquis, qu'est-ce que tu en penses ?» Et Feraoun lui dit « Non, poursuis tes études. » Et là, je crois qu'on retrouve Kateb Yassine, la langue qui peut être le tribut de guerre. Le tribut, oui, le tribut de guerre, effectivement, ça l'a été pour des générations et des générations d'Algériens. Peut-être que ça continue jusqu'à aujourd'hui. Et alors, Feraoun, écrivain, comment son avenir s'annonce-t-il à ce moment-là, quand il y a la guerre? Alors, quand il y a la guerre, Feraoun essaye, maintenant il est passé à un autre stade, il essaye de mettre en partition des romans qui sont très proches de la réalité, de l'Algérie, de la guerre, de ce rapprochement impossible entre une institutrice venant de France et un instituteur algérien, avec au milieu un troisième enseignant qui va tout faire pour faire rompre les deux personnes. Donc il essaye de donner à sentir cette réalité algérienne à travers des romans. Mais ce roman dont tu parles, il ne sera jamais publié par Le Seuil. Non. Raconte-nous cette histoire. C'est très curieux parce que... C'est quand même incroyable. D'une part, c'est un écrivain consacré, il est lu, il est commenté, il est critiqué, mais Le Seuil quand même trouve des réserves à ce texte. Alors, il faut être honnête, Feraoun est dans l'urgence. Feraoun a beaucoup plus de travail, il a des grosses écoles, il a des grosses journées, il a des enseignants, il a des problèmes qui se posent autour de lui. Donc c'est vrai que le texte est de moins bonne qualité, mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est moins de bonne qualité, il n'est pas amendable, au contraire. Mais Flamand, qui est directeur du Seuil, lui dit « Je voudrais que vous en fassiez une princesse de Clèves ». Alors là, les bras vous en tombent. Quel intérêt ou quel lien entre une littérature universelle, faite par un kabyle, et la princesse de Clèves. Et il dit que c'est un peu trop engagé. Alors, ils vont caviarder ce texte, ils vont en garder qu'une partie, et puis à côté, ils vont mettre des chroniques que Feraoun a fait dans des revues, dans des voyages. Ça c'est plus tard, c'est l'anniversaire, qui sera publié après sa mort. Il sera publié en 1972. Oui, c'est vrai, je pensais qu'on parlait de l'anniversaire, effectivement. Oui. Mais là, déjà, cet autre roman, on dit non, c'est peut-être un peu trop engagé, ça va choquer. En fait, on se rend compte que ce qui plaisait au Seuil, c'est que Feraoun reste dans une espèce de roman ethnographique. Voilà. Au fait, on voulait qu'il reste dans son moule. On a imaginé un moule à Mouloud Feraoun et on s'est dit il faut qu'il reste dans ce moule. Et malheureusement, les éditions Gallimard vont faire la même chose parce que Mouloud Feraoun va proposer son manuscrit aux éditions Gallimard. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur de ce texte. Non, il a fait un beau dessin avec le fils du pauvre. On lui dit, écoutez, mettez des couleurs, mais pas trop criardes. Et puis, mais restez-y. Restez en retrait. Restez là. C'est presque lui dire, c'est pas votre boulot de faire ça.
C'est pas votre boulot de témoigner incroyable. sur ce que vous vivez. Ceci dit, pour l'histoire, le livre sortira en Algérie en 2007 sous le titre de La Cité des Roses. Tout à fait. Et Mouloud Feraoun aussi verra un de ses textes refusé par le Seuil, c'est le texte sur Si Mohamed Oumhad, qui sera publié aux éditions Minuit. Alors, je voulais dire d'ailleurs que Oui. le texte qui est édité, La Cité des Roses, en 2007, à Alger, oui. c'est grâce à l'un de ses fils, le Tout plus à jeune, fait. Rachid Feraoun, Tout à fait. qui va que nous reprendre- saluons ici. voilà, bien sûr. et qui va prendre ce travail à bras le corps, ce qui était tout à fait honorable, et ce Bien qui sûr, nous permet bien d'avoir sûr. ce texte. Et c'est vrai que pour l'autre texte, effectivement, on est toujours dans une espèce de réserve vis-à-vis de Feraoun. On a l'impression qu'on voudrait qu'il produise le fils du pauvre, le petit-fils du pauvre, l'arrière-petit-cousin du pauvre, et puis qu'on en reste là, quoi. Tout à fait. En revanche, Jérôme Lindon, donc Oui. le directeur de Minuit, va accepter donc les poèmes de Si Mohamed, parce que Jérôme Lindon a déjà publié des textes engagés. Il a déjà publié la question d'Henri Alleg, entre autres. Hein. Alors là, je vais peut-être te faire bondir, mais je ne suis pas persuadé que ceux qui avaient refusé les poèmes Si Mohamed étaient conscients que c'était une littérature engagée. Je crois qu'ils misaient déjà sur le nombre d'exemplaires. C'est possible. En se disant, on ne va rien faire avec ça, alors bon, bah, écoutez, hein, à moins que vous me fassiez une belle biographie sur Si Mohamed, peut-être. Mais je Oui. crois que c'est l'autre. Lindon s'engage parce qu'il sait ce qu'il a entre les mains. Tout à fait. Et il sait que là, en plus, c'est la sauvegarde d'un patrimoine. Tout à fait. Et là, c'est vrai qu'il y en a que deux qui ont travaillé vraiment là-dessus, c'est Feraoun et Mamri. Et Mamri, tout à fait. Il y a eu plus avant des gens qui ont essayé de déchiffrer un peu ces poèmes, à l'instar de Boulifa. Mais effectivement, plus tard, ce seront ces deux écrivains qui vont s'intéresser à ce patrimoine d'Afrique du Nord, pas seulement de Kabylie. Et je voudrais maintenant qu'on parle un peu de la position de Mouloud Feraoun, que tu décris très très bien, hein, à Alger, durant cette guerre. Hein. Donc l'écrivain est tiraillé quand même. Hein. Des gens veulent qu'il s'engage d'un côté comme de l'autre. Les Français lui proposent même un poste. Tu peux nous dire ça? Alors, on lui propose d'être député, on lui propose d'être sénateur, on lui propose d'être adjoint au maire, ce qu'il a été quand il était Front National, mais dans un contexte tout à fait différent. Tout à fait différent. Et là, Feraoun sent très bien que on va le transformer en bon arabe, quoi. Globalement, ça va être la caution. En 58 même, en décembre 58, il est convoqué à l'Élysée. Tout à fait. Voilà, il se C'est demande ce que qu'il tu va faire à racontes l'Élysée, dans ton livre, avec Et des détails, bien sûr. Il arrive à l'Élysée où il va rencontrer plusieurs pontes et on va lui proposer rien de moins que de devenir ambassadeur. Vous vous rendez compte? Ambassadeur. Tu dis que c'est pour avoir un peu la caution américaine, Tout à fait. pour que les Américains se disent que les Français font du bon boulot en Voilà, Algérie. alors là, effectivement, De Gaulle, madré comme il est, se dit, si je peux avoir un arabe en poste, en plus aux États-Unis, on verra qu'on ne traite pas les Arabes comme des bois-gréens, comme des sous-êtres. Non, au contraire. Et le Feraoun a très bien compris la Il a manipulation compris, hein. et refuse. C'est terrible, parce que s'il n'avait pas refusé, il aurait peut-être vécu 20, 30 ans de plus. Et puis tu racontes aussi une autre histoire, celle-là en Algérie. Hein. L'un de ses amis voulait qu'il soit député. Et sans le consulter, donc on s'amène chez lui et on lui propose. Voilà, un soir, il arrive cet ami qui lui dit, qui lui a téléphoné en lui disant « Je veux te voir, c'est urgent ». Il arrive chez lui, il toque à la porte et puis il se retrouve avec cet ami flanqué d'un officier. Alors, il est un peu étonné. Alors, il dit « Qu'est-ce que vous me voulez au juste ?» Eh bien, ils veulent qu'il soit député. Là encore, c'est pour avoir une caution. On est sur la fin de la guerre d'Algérie. Tout à fait, Ce tout à serait fait, bon. bien sûr. Et puis, on ne sait plus comment rallier les Kabyles, dont on a pensé un temps qu'ils étaient des Romains assimilables. On s'est bien rendu compte que ce n'est pas tout à fait ça. Donc, on essaye. Et d'abord, Feraoun ne laisse rien paraître, parce que c'est quelqu'un qui est capable de garder un calme immuable olympien. Mais il est outré qu'un de ses compatriotes, un de ses amis, ait pu penser ça. Il est outré de voir que ce mec est en train de se faire manipuler par les militaires français, par les officiers français. Et il refuse, en disant « bon, je vous rappellerai », il ne rappellera jamais. Voilà, il ne veut pas servir de caution. Au fait, donc, il a compris que son travail n'était pas celui-là. Hein. Il a compris que ce n'était pas celui-là, puisqu'il aidait déjà les générations à se former, des générations et de générations, et puis qu'il écrivait. Donc à ce moment-là, les chemins qui montent sont déjà sortis, ils ont aussi du succès, mais en même temps, Feraoun est en train d'écrire un journal. Voilà. Alors ce qui est très, très étrange, c'est que Feraoun ne va pas commencer son journal le 1er novembre 1954, non. ou le 2 novembre ou le 3 novembre. Il va le commencer un an après.
Et je crois que Firaoun n'est pas sûr que cette guerre d'indépendance n'est pas seulement un feu follet qui va s'éteindre très rapidement. Il veut voir, et il se rend compte au fil du temps, que c'est pas tout à fait ça. Et là, il s'impose à lui la nécessité de témoigner, parce qu'il le dira lui-même, mon témoignage, ce sera celui que les autres ne donneront pas. Et effectivement, c'est exactement cela, et tu le cites beaucoup dans ta biographie, bien sûr, sur des thèmes précis, sur des périodes bien précises, mais au fait, il a compris un peu beaucoup les enjeux, il a saisi un peu la démarche des uns et des autres. Hein. Oui, mais alors ce qui est très curieux, et là il sent aussi que d'une part, en face de lui, dans le maquis, il y a des gens qui sont un peu des despotes, et il est très inquiet sur l'avenir d'Algérie. Il est très choqué de ce que ces combattants, les Moudjahidines, imposent qu'on ne boive plus, qu'on ne fume plus. Tout à fait. Et on est en plein dans cette radicalisation que connaît l'Algérie aujourd'hui et d'autres pays arabes. Tout à fait. Il pressent ça, et ça lui fait très peur. On peut même dire, à mon avis, que, à l'instar de Camus, Mouloud Felaoun a compris que le FLN de l'indépendance sera, d'une façon ou d'une autre, autoritaire, si ce n'est une dictature. Mais il n'emploie pas le terme de dictature. Il ne l'emploie pas comme ça, mais il est très critique. Il est très critique. Il dit même, pauvre campagnard, les gens-là que vous soutenez, demain, ils ne seront pas forcément vos amis. C'est terrible. Il est outré de voir qu'on brûle son école. Qu'on brûle des écoles, ça, il ne peut pas comprendre. Qu'on s'inscrive contre le savoir, c'est ce qui va perdurer. Parce qu'on voit comment sont traités aujourd'hui les intellectuels en Algérie. Hein. Tout à fait, ce n'est pas faux ce que vous dites. Et puis, vous nous donnez des informations de première main, hein, jargon de journaliste. Et tu nous dis, Josie Lenzini, que Mouloud Felaoun était dans un parti politique. Le Parti socialiste autonome. Voilà. Ça, on ne le savait pas. Personne ne le savait, y compris les gens qui travaillent sur Feraoun depuis trop longtemps, y compris ses enfants qui m'ont dit c'est pas possible. Et j'ai trouvé quand même des pièces officielles. Il était dans ce Parti socialiste autonome. Ou même à l'intérieur de ce Parti socialiste autonome, qui est l'ancêtre du PSU en fait, il va être critiqué. On lui reproche d'être trop près des Français. Mais ce qui est intéressant, et c'est là encore un point de convergence avec Camus, c'est que ce parti socialiste autonome prône le fédéralisme. Tout à fait. Comme Camus. C'est incroyable. Camus n'y était pas dans ce mouvement. Non, pas du tout. Non, c'est incroyable. Mais ce parti était un peu élitiste, n'est-ce pas? Élitiste et éphémère d'ailleurs. Il était assez fermé, il n'était pas connu, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, en tout cas, les historiens n'en parlent pas. Que des intellectuels qui étaient... Ah non, et puis il existe. Hein, je vous dis, j'ai trouvé beaucoup de preuves matérielles, des PV d'audition, des autres... Non, ça existait. Et effectivement, donc, une fois de plus, la perception de cette guerre d'Algérie, de cette situation de Camus et de Feraoun se rejoignent d'une façon, même si elle est de façon indirecte. Oui, mais où ça va arriver au clash, c'est quand il va falloir vraiment choisir. Et il est très dur sur la fin de sa vie, Feraoun écrit des textes où il accuse et Camus et Robles de ne pas aller assez loin. Et il dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il le reproche? Il le reproche de ne pas soutenir l'indépendance algérienne. En gros, oui. Mais lui-même n'est pas très direct dans cette revendication, dans ses écrits. Je pense qu'il aurait aimé que Camus se démarque plus du côté... J'allais dire des pauvres, non, c'est une hérésie, parce que des pauvres, il y en avait chez les Français aussi. Mais bien sûr, mais Camus l'avait déjà fait, hein, et Misère de Kabylie, hein, c'était déjà ancien par rapport à cette époque-là. Je vais vous dire quelque chose qui peut étonner, j'ai presque l'impression que c'est une autosuggestion chez Feraoun. Il veut se convaincre qu'il faut y aller jusqu'au bout. En même temps, il n'y croit pas. Jusqu'au bout, il n'y croit pas. Mais en même temps, il garde l'amitié avec Camus. Hein, il le reçoit chez lui. Hein, sa femme lui donne du café, ils discutent. Tu nous donnes même une photo dans le livre que sa fille... Donc, la photo, elle a été prise par la fille de Mouloud Felaoun, n'est-ce pas?
Djeddiga qui faisait toutes les photos des personnes célèbres qui étaient là. Alors, on a des photos avec arrivaient, Bourdieu, on a des photos avec Jules Roy. Tout à fait, elles sont dans le Voilà. livre, effectivement. C'est extraordinaire, c'est de très beaux documents. Ah, il se recevait. Mais tu vois, il se sentait plus proche d'un Jules Roy. Jules Roy, quand il l'a vu la première fois, il a dit, mais quel est ce petit illuminé un peu fou, qui est fort en gueule, comme ça. Au départ, il est méfiant, c'est ce que tu dis. Il est méfiant parce que Camus est quelqu'un qui est comme lui, quelqu'un de calme, de pondéré. Jules Roy, c'est tout en verbe, tout en gueule. Mais Jules Roy, c'est quelqu'un quand même qui, à cette époque-là, lui, a pris parti. Lui a écrit dans l'Express, si j'étais arabe, je serais du côté de la rébellion. Voilà. Ce qui lui a valu d'ailleurs l'anathème de Camus, qui lui dit « tu n'as pas le droit de désespérer les Européens d'Algérie ». Oui, mais peut-être qu'à ce moment-là, on croyait qu'une autre issue était possible à cette Algérie en guerre. Hein. Et donc, l'amitié de Camus et de Pharaon sera brisée d'abord par la mort de Camus. Et Pharaon rend un vibrant hommage à l'auteur de L'étranger, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que... il est touché, et c'est très étonnant parce que Pharaon est quelqu'un de très réservé, et là il y a une grosse affectivité qui tout d'un coup ressurgit. On a l'impression que quelque part s'en est allé le dernier rivage possible. Là, avec la mort de Camus, c'est fichu. Déjà, il y avait cet appel à la trêve civile. À ce moment-là, il y a un monde qui est brisé dans la pensée et le cœur de Mouloud Pharaon. Voilà, j'ai l'impression que c'est très fort chez lui. Oui. Il se dit là, il y avait encore un homme, Robles peut-être, mais il n'avait pas la carrure d'un Camus. Donc là, il se dit c'est fichu. Là. Et quelque part, c'est une espèce de balustrade qui tombe, et lui aussi, dans le vide de cette future indépendance qui lui fait tellement peur. Tout à fait, et il va dire, Pharaon, que Camus est d'abord algérien. Hein, et pour l'histoire, Mouloud Mamri et Mohamed Dib diront la même chose de Camus après l'indépendance du pays. Alors que des années plus tard, les gens hésitent à dire est-ce que Camus est algérien ou pas. Qu'est-ce que ça t'inspire, José Lenzini? Moi, je crois qu'il y a une plaie encore profonde. Je crois que les gens, quand... ils sont en public ou quand ils sont dans des colloques, ils ont tendance à dire non, Camus aurait dû être des notes, tout ça. Mais je pense que quand même, c'est un grand frère pour les Algériens. Et je me rappelle d'une série de conférences comme ça que j'avais fait en Algérie en 2010, pour le 50e de la mort de Camus. Et j'ai rencontré des gens souvent qui m'ont dit « mais Camus, c'est un frère pour nous, on se retrouve dans Camus. On voit sa vie, on voit ce qu'il a vécu, on se retrouve. Ses positions, on aurait eu les mêmes. J'ai même lu dans le Watan, ce qui m'a énormément surpris, une interview du président Bouteflika, à qui le journaliste demandait « Qu'est-ce que vous pensez, monsieur le président, de cette fameuse phrase « Si j'avais à choisir entre la justice et ma mère, je choisirais d'abord ma mère » de Camus ». Et Boutef avait répondu « Mais écoutez, n'importe lequel d'entre nous aura répondu de la même manière. Ça veut dire qu'il est des nôtres. » Là, le chef de l'État algérien n'a pas tort, mais il faut aussi situer cette déclaration de Camus, faite en Suède. Tu peux nous dire un mot sur cette déclaration, parce que ce n'est pas seulement cette phrase. C'est, je crois, un étudiant algérien qui avait posé la question au prix Nobel de littérature. Un étudiant kabyle, d'ailleurs. Alors là, c'est très, très intéressant, parce qu'en fait, quand je fais mon premier bouquin sur Camus, l'Algérie de Camus, j'ai écrit à Kateb Yassine, qui ne me répond pas. Je le rappelle 2 fois, 3 fois. Je sens qu'il n'a pas envie de témoigner. Il est comme tout le monde, il est proche de Camus, mais en même temps, idéologiquement, philosophiquement, il ne peut pas le dire. Bon. Tout à fait. Il me répond pas. Et un jour, il m'envoie une lettre en me disant « Écoutez, essayez de joindre Saïd Kessal, qui est actuellement en Suède. C'est lui avec qui Camus a eu cette fameuse altercation. » J'envoie un petit mot à M. Saïd Kessal qui me répond sur une carte postale que j'ai toujours à la maison, qui me dit « Monsieur Lenzini, Camus est mort, l'Algérie est morte, je n'ai rien à vous dire. » Terminé. Texto. Texto. Et je laisse tomber. 30 ans plus tard, je crois au signe, je fais ce Camus, les derniers jours de la vie d'Albert Camus, et je fouille et je retrouve cette carte. Le miracle d'Internet, parce qu'il y en a. Oui, bien sûr. Je vais chercher sur Internet, je retrouve l'adresse, le téléphone de ce monsieur. Je lui téléphone, je lui dis « Bonjour monsieur, je suis José Lenzini ». Il me répond « L'Algérie de Camus ». Je n'ai pas la forfanterie de penser que je suis célèbre. Donc je dis que ça avait dû le marquer. Certainement. Intéressant.
Je lui dis, monsieur, j'aimerais vous voir. Il me dit, je vous ai déjà écrit il y a très longtemps que je n'avais rien à vous dire. Je lui dis, monsieur, on est tous les deux du même pays. Vous êtes kabyle, je suis pied noir, mais si je viens chez vous, vous ne pouvez pas laisser la porte fermée. Vous êtes obligé de m'ouvrir. Ah, il me dit, c'est sûr. J'abrège, je vais à Stockholm. Tu vas chez lui. Je vais à Stockholm, je vais le voir, et on commence à discuter comme on fait dans nos pays. Bien sûr. De la pluie, du beau temps, de trucs. Il faut un tchaklala. Oui, on enrobe. Et à un moment, je pose la question, il me dit non, je vous ai dit que je ne vous parlerai jamais de ça. Et je ne sais pas pourquoi. À un moment, il me dit, mais vous savez, à un moment, voilà ce qui s'est passé. Je suis à Stockholm, je suis un jeune étudiant, je ne suis pas militant, moi, pas du tout. Je vois du monde dans la rue, je dis qu'est-ce qui se passe. On me dit c'est Camus qui fait une conférence. Je suis un jeune blanc-bec, je rentre, je dis à Camus, mais vous ne devriez pas être ici, vous devriez être dans les rangs de la rébellion. Camus me dit, monsieur, quel âge avez-vous? Et là, je prends la mouche, parce que je pense qu'il s'adresse à un adolescent qui ne sait pas ce qu'il a à dire. Donc ça continue comme ça s'envenime, et à un moment, Camus lui dit, écoutez, monsieur, ma mère est à Alger. Il y a des bombes qui explosent tous les jours, elle peut être tuée par une bombe. Alors, c'est vrai, j'aime la justice, mais si j'avais à choisir entre la justice et ma mère, je choisirais d'abord ma mère. Et il y a une double chute que je vais vous raconter très rapidement. C'est ce que je voulais très rapidement. Oui, tout à fait. Ensuite, il me dit des années plus tard, 3 ans plus tard, il tombe, soi-disant, par hasard, sur Actuel 2, dans lequel il y a Misère de Kabylie. La misère de la Kabylie. Il lit cet article et il est outré par rapport à lui-même. Oui. Il se sent comptable de cette phrase lancée par Camus qui a été reprise. Il sent qu'il a été injuste d'Albert Camus, bien sûr. Ça a été un jeune blanc mec qui a voulu à tout prix ramener son caquet. Donc il dit, mais c'est pas possible, un homme comme ça, comment j'ai pu l'agresser? De cette façon-là. Il téléphone à Jules Roy et il lui dit, est-ce que je peux venir te voir ou vous voir? Jules Roy lui dit oui. Il descend chez Jules Roy, il voit Jules Roy, il dit voilà ce qui s'est passé. Donc je veux aller voir Camus, je voudrais savoir où il habite pour m'excuser. Et Jules Roy se décompose, lui dit il habite à Lourmarin, il habitait à Lourmarin. Ben oui. Il est mort il y a 1 mois. Seulement 1 mois. L'autre est défait et il me dit j'ai acheté un bouquet de fleurs, je suis quand même allé à Lourmarin. Il est allé se recueillir sur la tombe de l'écrivain. Je suis allé sur la tombe de Camus et on s'est parlé. C'est extraordinaire. Donc ça, vous le racontez dans un autre livre. Hein. Vous ne le dites pas dans cette biographie de Mouloud Feraoun. Et je pense que vous allez, me semble-t-il, faire une autre biographie d'un autre écrivain algérien. Ou bien est-ce que je me trompe? Non, vous me trompez. C'est vrai? De quelle façon? Non, c'est une confidence. Non, moi, c'est vrai que je trouve assez désobligeant, j'allais dire, oui, qu'il n'y ait pas une biographie aujourd'hui sur Mouloud Mamri. Et je pense que, à moins qu'un Algérien s'y attelle avant, tant mieux. Et il peut y avoir plusieurs biographies. Hein. Tout à fait. Autrement, il peut y avoir plusieurs biographies. Et d'ailleurs, vous parlez beaucoup de Mouloud Mamri. Et dans cette biographie de Mouloud Feraoun, tu nous dis, entre autres, que Mouloud Mamri appelait Mouloud Feraoun Del Mouloud. C'est son aîné. Il l'appelle ainsi. Et donc, il y a eu aussi donc, une certaine collaboration à propos de la situation en Algérie, quand Mamri écrivait des textes pour le FLN. Alors, quand il écrivait des textes pour le FLN, effectivement, certains étaient revus par Feraoun, mais ce qui est le plus important, c'est qu'il y a eu le mémorandum qui a été prononcé à l'ONU, et là, on a demandé à Mamri de faire un texte. Mamri est intellectuel, sociologue, bon. Mamri a fait ce texte, et c'était quand même une charge importante devant l'histoire. Et il a donné ce texte à relire à Mouloud Feraoun. Et à ce moment-là, Mouloud Mamri est au Maroc, me semble-t-il, n'est-ce pas? Oui, oui, mais il a fait passer ce texte à Mouloud Feraoun, effectivement. Voilà. Il lui a refait passer. Et voilà. C'est ce texte qui a été envoyé. Donc Mouloud Feraoun, d'une certaine façon, a écrit aussi un texte, un mémorandum à l'ONU qui a été prononcé devant l'Assemblée générale de l'ONU. Tout comme tu nous donnes une information par rapport à Mamri, tu nous dis que donc, un groupe d'écrivains, parmi lesquels Camus, sont intervenus pour laisser Mouloud Mamri partir au Maroc parce qu'il était recherché à ce moment-là. Comment il s'appelle, le général Massu lui-même avait décidé qu'il fallait le trouver et qu'il passerait par les armes.
enfin, une corvée Oui, de bois ou bien autre. sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'il a reçu l'aide de gens comme Camus, comme Robles et comme d'autres libéraux pour s'enfuir au Maroc. Et il faut savoir également qu'après que Feraoun ait refusé de ce poste d'ambassadeur, Camus et Feraoun ont essayé de lui trouver un petit travail en France Tout à fait, pour tu qu'il le dis puisse dans partir. le livre. Oui, oui, Il n'a oui, jamais oui, voulu quitter son pays. c'est Alors, incroyable. Hein. Jamais. Donc Camus s'est préoccupé au fait de la vie de Mouloud Feraoun et il croyait certainement qu'il était lui aussi en danger. Je bien crois sûr. qu'il pressentait qu'il était en danger. Et puis, je pense même que Camus, au stade où il en était, journaliste à Combat, journaliste à Express, devait avoir des informations qui lui remontaient, selon lesquelles Certainement, oui. il était dans le collimateur des mouvements factieux. Et puis donc arrive cette date fatidique du 15 mars 1962 et donc Mouloud Feraoun est assassiné par l'OAS. Et il est assassiné avec ses collègues sur les hauteurs d'Alger. Oui. Et tu nous dis un peu comment la famille a vécu le drame. Il y a Idir aussi, qui est lui aussi enseignant, qui est le frère de Mouloud Feraoun. Donc Mouloud Feraoun sera enterré dans son village natal. Tout à fait. Et tu décris dans le livre comment il a été enterré. Et puis tu nous donnes une information un peu originale. Tu nous dis que l'OAS a essayé de donner de l'argent à la famille de l'écrivain. C'est incroyable. Il y a eu une souscription qui avait été faite par un journal communiste italien et un journaliste est venu dans le village apporter cet écho à Madame Feraoun. Et puis un jour, Madame Feraoun était absente, c'est sa sœur, je crois, qui reçoit quelqu'un, qui tape à la porte et qui dit voilà, j'ai une somme énorme, je crois que c'était 60 000 francs, c'est une somme très conséquente. Conséquente pour leurs orphelins et pour la femme, pour la veuve. Oui, bien sûr. Et la tante dit mais attendez, qui est-ce qui donne cet argent? L'OAS. Il venait de tuer Feraoun. C'est incroyable. Et bien entendu, la femme a refusé. La femme a refusé l'argent de l'OAS. Et malheureusement, on arrive au bout de l'émission, de notre voyage dans le monde de Mouloud Feraoun. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, José Lenzini? Oui, on a oublié de dire quand même que, comme disait Camus, la bêtise insiste toujours. Et que vous avez actuellement dans le sud de la France des gens qui se vantent d'avoir tué d'autres gens. Vous avez des gens qui se vantent d'avoir brûlé une bibliothèque. Vous avez même une personne aujourd'hui qui est responsable d'une maison du rapatrié. Vous avez une personne qui même est adjointe au maire de Cagnes-sur-Mer, M. Anglade, qui se répand pour dire qu'il a participé à l'attentat pour tuer Feraoun. C'est incroyable. La bêtise humaine continue. Mais bon, on espère qu'un jour, elle va se tarir définitivement. José Lenzini, merci d'être venu dans Graffiti et bonne continuation. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.